Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs, et si nous laissons derrière nous veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. À la une de ce 20h, le Conseil national des jeunes du Mali a un nouveau président, son nom, Sori Ibrahim Cissé. Il est élu tôt ce matin à l'issue de l'Assemblée générale de la fêtière de la jeunesse. Un processus électoral sans violence et sous le vigilant du ministre en charge de la jeunesse. À suivre le grand reportage de ce 20h week-end, il est consacré au lithium, un métal peu connu des Maliens, pourtant notre pays est en passe de devenir l'un des géants de sa production. Ce soir, géologues et responsables miniers nous présentent et nous expliquent clairement l'importance du lithium et son impact dans le développement économique et social. À Tombouctou, la plaine agricole d'Amadia et le village de Toya font face à la montée des eaux. Une mission du gouvernorat est sur le terrain pour s'imprégner de l'évolution des travaux de sécurisation. Des dispositions urgentes s'imposent pour secourir les populations. Et nous ouvrons cette édition avec l'invité de ce 20h week-end. Nous recevons sur ce plateau le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Avec vous donc une déclaration du Collège des chefs d'État de l'AES. Merci beaucoup, Ibrahim Traoré. Au nom des plus hautes autorités de la République du Mali, j'ai l'insigne honneur de délivrer la déclaration du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, AES. Soucieux de préserver la dignité de leur peuple, de préserver l'intégrité de leur territoire face aux velléités impérialistes et néocolonialistes, leurs excellences le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État du Burkina, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, et le général de brigade Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État du Niger, ont créé le 16 septembre 2023 l'Alliance des États du Sahel. Ce nouvel élan décisif, porté par une volonté commune d'accéder à une souveraineté véritable et d'amorcer une réelle dynamique des peuples, s'est renforcé suite au retrait des 3 pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, le 28 janvier 2024, et la création de la Confédération des États du Sahel, AES, le 6 juillet 2024. Le Collège des chefs d'État de la Confédération AES constate que depuis l'adoption de cette nouvelle posture stratégique, portée par des aspirations légitimes à la liberté et à la paix, la junte française impérialiste sentant ses intérêts menacés, appuyée par certains chefs d'État de la sous-région, tente désespérément de porter un coup d'arrêt
à la dynamique émancipatrice enclenchée par l'AES. En réitérant le caractère irréversible et immédiat du retrait des pays de l'AES de la CEDEAO, dans sa déclaration du 14 décembre 2024, le Collège des chefs d'État de l'AES considère, à juste titre, la décision de proroger pour 6 mois le retrait du Burkina, du Mali et du Niger de la CEDEAO comme étant une énième tentative qui permettrait à la junte française et à ses supplétifs de poursuivre la planification et la conduite des actions de déstabilisation contre l'AES. En lieu et place d'une gestion concertée entre l'AES et la CEDEAO, des aspects techniques liés au retrait avec effet immédiat, le Collège des chefs d'État a été surpris par cette décision unilatérale de prorogation qui ne saurait lier les pays de l'AES. Le Collège des chefs d'État constate avec regret qu'au sein de la CEDEAO, des manœuvres de déstabilisation sont régulièrement initiées par une poignée de chefs d'État qui imposent leur agenda, leurs desiderata et des agendas étrangers au reste de l'organisation. À l'évidence, ces actions viennent prouver que la question sécuritaire à laquelle s'attaquent avec succès les pays de l'AES dans la sous-région et dont les bénéfices profitent à toute la région n'est pas une préoccupation réelle pour ces acteurs à la solde d'un maître aux abois. Aussi, le Collège des chefs d'État suit avec une grande attention les manœuvres de tromperie initiées par la junte française, prétextant de fermer ses bases militaires dans certains pays africains pour les remplacer par un dispositif moins visible, mais poursuivant la même velléité néocoloniale. À ces activités s'ajoutent des opérations de réorganisation et de regroupement des groupes terroristes dans le bassin du lac Tchad et dans le Sahel et dans certaines zones frontalières, à savoir Niger-Nigeria, Niger-Bénin, Niger-Burkina, Bénin-Burkina. Ceux-ci reçoivent de la part des États étrangers des appuis divers, notamment financiers, et des moyens logistiques visant à déstabiliser l'AES. Face à la gravité de ces faits, le Collège des chefs d'État de la Confédération 1 décide de mettre les forces de défense et de sécurité en état d'alerte maximale. 2. Décide de faire de l'espace confédéral un théâtre unique d'opérations militaires, coexistant avec les théâtres militaires nationaux en cours. 3. Appelle les populations de l'AES à redoubler de vigilance, à dénoncer systématiquement tout fait suspect aux forces de sécurité et à rejeter les propositions d'enrôlement au sein des groupes terroristes. Le Collège des chefs d'État réitère son engagement à poursuivre avec détermination le combat du peuple de l'AES pour sa souveraineté véritable et sa dignité. Fait à Bamako le 22 décembre 2024, signé le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, président de la Confédération des États du Sahel. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Dans l'actualité au Mali, je vous l'annonçais dans les titres, Sory Ibrahim Cissé est le nouveau président du CNJ, Conseil national de la jeunesse du Mali. Il est élu à l'issue de l'Assemblée générale de l'organisation. Sory Ibrahim Cissé, qui dirige un bureau de 32 membres, a placé son mandat sous le signe de l'unité et du rassemblement de la jeunesse malienne. Seydou Traoré, Abdoul Salam Bambara. Il a fallu 9 heures pour que les 65 délégués choisissent les 32 nouveaux membres du bureau exécutif du Conseil national de la jeunesse sous la supervision d'un huissier de justice. Après un long suspense, Sory Ibrahim Cissé, 35 ans, du district de Bamako, est élu avec 29 voix pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois. Cette assemblée générale élective est un test des nouvelles règles du CNJ. Elle fut transparente et apaisée aux yeux des organisateurs pour le plus grand bonheur
du vainqueur du jour. Sentiment de joie parce que ça a été une fête. Ces 2 jours-là, on a été des adversaires, mais dans la convivialité et l'engagement, chacun s'y battait et on rigolait. Et c'est ça, la jeunesse malienne, et c'est ça qui est entendu par les plus hautes autorités. Nous devons travailler à l'union sacrée, à travailler pour que les jeunes du Mali aujourd'hui puissent se sentir à notre fêtière qui est le Conseil national de la jeunesse du Mali. Et nous allons travailler dans les droites lignes des orientations des plus hautes autorités. Cette assemblée élective du CNJ restera désormais gravée dans les annales de l'organisation. Elle s'est démarquée par le respect strict des textes, la qualité de l'organisation et la supervision de bout en bout du ministre de la Jeunesse. Des avancées qui traduisent l'esprit fair-play des candidats recalés. Je suis très content du déroulement de ce processus. Donc je félicite la Commission nationale de renouvellement des instances du CNJ pour ces efforts qu'ils ont eu à mener afin qu'on puisse avoir un bureau comme ça dans la quiétude. Je tiens à remercier mes chers camarades jeunes qui ont fait leur choix aujourd'hui à travers des jeunes. Pour moi, je pense que ça a été très clair devant tout le monde. Le maire a gagné, mon camarade Sori Ibrahim Sissé. Nous sommes très heureux, fatigués. Il est 3 h du matin, mais nous sommes très heureux. Pour la toute première fois, nous avons une élection au Conseil national de la jeunesse, sans aucun bruit, sans aucun problème. Le ministre Fomba a également encouragé le nouveau bureau à travailler avec l'ensemble des associations de la jeunesse d'où qu'elles viennent. Des attestations de reconnaissance ont été remises aux membres de la commission d'organisation pour la réussite de l'Assemblée générale. Une motion spéciale aux forces de sécurité pour les efforts déployés. Et ça a été dit, le processus électoral s'est déroulé sous l'œil vigilant du ministre en charge de la jeunesse, Abdul Kassim Ibrahim Fomba, a saisi cette opportunité pour rappeler à la nouvelle équipe sa principale mission. Le ministre Fomba a insisté sur les attentes des autorités et des jeunes du Mali. Nous l'écoutons. Ce que j'ai donné comme rappel, c'est de leur expliquer qu'ils sont aujourd'hui dans une position de redevabilité. Et cette position de redevabilité, c'est qu'à chaque action qui est posée, il faudrait que la jeunesse soit informée de toutes les actions qui sont mises sur le terrain pour l'intérêt de la jeunesse malienne. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, ils représentent chaque jeune du Mali. Donc ils doivent travailler dans ce sens-là. Ce n'est pas un bureau qui doit travailler pour un groupe, c'est un bureau qui doit travailler pour tous les jeunes. Et dans le cadre de la promotion et le développement de la jeunesse. Et ça, c'est un rappel que j'ai tenu à faire, qui est important pour nous. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans des nouveaux défis au niveau du pays. La mission du faire-faire est extrêmement importante. Aujourd'hui, la dynamique n'est pas d'avoir un CNJ qui va aller faire des activités sur le terrain. L'activité aujourd'hui du CNJ, c'est de faire les activités. Il y a beaucoup d'associations de jeunesse dans les communautés. Et le CNJ doit travailler à animer ces associations de jeunesse, pas à les concurrencer. Donc il faut mettre des mécanismes en place qui vont aider à ce que toutes les associations de jeunesse dans les communautés puissent pouvoir être animées. Et ça, c'est une nouvelle vision de ce nouveau CNJ. Et nous en sommes très heureux. Nous allons les accompagner et les aider dans le cadre de la mise en place de ce mécanisme. Et l'on en vient au grand reportage de la rédaction. Il est consacré au lithium, un métal peu connu des Maliens. Pourtant, notre pays est en passe de devenir l'un des géants de sa production. Sa faible densité, sa conductivité électrique élevée et son aptitude à réagir avec l'eau lui confèrent un rôle crucial dans divers secteurs, en particulier dans l'industrie des batteries. Ce soir, expert en géologie et responsable minier nous présente et nous explique clairement l'importance du lithium et son impact dans le développement économique et social. C'est un grand format signé Tamsir Diabaté, Sidi Modibo Dambélé, Astan Satourou Diabaté. La recherche ayant conduit à la découverte du lithium au Mali date de la Première République. Ce jour-là
on n'imaginait peut-être pas qu'il serait le métal énergétique du XXIe siècle et indispensable aux économies modernes. Et 6 décennies après sa découverte, le Mali, État-nation, est l'un des géants de la production de lithium. Rien que dans la région de Bougouni, le Mali dispose de 2 mines de lithium. À Foulaboula, où l'exploitation va démarrer dès le premier trimestre 2025, et celle de Goulamina opérationnelle, avec cette fois-ci l'application stricte du nouveau code minier et de son contenu local. Bref, c'est quoi donc le lithium? Tout commence par ceci. Ce que je tiens, c'est une roche pegmatite. C'est ce qu'on appelle la pegmatite. C'est le type de roche qu'on retrouve au niveau du gisement de Goulamina. Le spodumène, il est extrait de cette roche. On broie cette roche, on fait le traitement chimique au niveau de l'usine et on obtient cette poudre blanche qui se trouve dans ce bocal. C'est une substance qui n'est pas nocive. Ce sont des produits chimiques, essentiellement des acides gras que nous utilisons afin d'obtenir ce spodumène. Le lithium, c'est un métal mou qu'on extrait du spodumène. Le spodumène, il vient du granit à spodumène. C'est d'ailleurs le minerai de Goulamina. Une fois dans une mine de lithium, à première vue d'œil, des roches en montagne. Alors, la question qui taraude les esprits, comment se passe son extraction et son exploitation? Pour pouvoir l'extraire, il faut utiliser des explosifs. Maintenant, c'est à partir de là que les pelles chargent les camions et transportent au niveau de l'usine. La première étape, c'est juste le concassage des gros blocs jusqu'à des grains fins. Ça, c'est la section mécanique. Maintenant, l'autre section, ça, c'est la section chimique qui sert à extraire le spodumène. Justement, ce métal précieux est devenu indispensable dans un monde en pleine mutation. Mieux, à l'ère du numérique ou de la digitalisation, il s'avère ainsi que nous utilisons le lithium dans notre vie au quotidien. On l'utilise essentiellement comme catalyseur dans les domaines de la médecine, la pétrochimie, l'aérospatiale, l'énergie nucléaire. L'usage qui sera fait du lithium de Goulamina, ce sera pour les batteries, pour les véhicules électriques. En termes de qualité et de quantité, le spodumène exploité dans ces mines fait du Mali l'un des géants producteurs de lithium. Que nous allons produire ceci, qui est le concentré de spodumène à 6%. Et nous allons en produire 506 000 tonnes par an pour la phase 1. Parce que naturellement, nous avons des ambitions concernant le développement de la capacité de production afin de doubler. Mais il convient aussi de noter que pour produire 1 tonne de concentré de spodumène et revendre à 550 000, il y a un coût de production. Le coût de production au niveau de Goulamina, c'est un peu au-delà de $500 pour les entreprises maliennes. Il s'agit quoi? Il s'agit d'essayer de voir la mesure dans laquelle elles peuvent capter une partie de cette valeur ajoutée. Le gisement de Goulamina uniquement, le 5e plus grand gisement au monde de lithium, c'est un gisement de haute qualité. Nous disposons de montres connectées, des montres Bluetooth et tout ça. Donc les batteries à l'intérieur de ces montres sont des batteries au lithium. Donc ce sont des composantes également qui sont fabriquées par Ganfeng en Chine. Et tout ça, bientôt, ça se fera depuis le minerai qui sera issu de Goulamina. C'est quoi là? Vous voyez une batterie au lithium qui est fabriquée par Ganfeng dans son usine en Chine. Et là, sur la gauche, c'est un convertisseur. C'est un kit résidentiel. Le Mali fait donc désormais partie des géants de la production de lithium, avec la 5e place qu'il occupe. En perspective, notre pays sera parmi les géants de fabrication de batteries lithium et bien d'autres objets. La vision même du gouvernement, c'est de mettre sur place une unité de fabrique de batteries qui va quand même suppléer le manque d'énergie aujourd'hui. Donc que les mines soient vraiment un vecteur pour inhiber vraiment l'industrialisation, je crois qu'on commencera à voir à travers vraiment cette unité de production de lithium. Ganfeng étudie
la possibilité et discute avec le gouvernement du Mali de la possibilité de mettre en place une unité de fabrication des batteries au Mali. C'est également une technologie très poussée, très avancée. Donc il ne faudrait pas non plus se précipiter et dire qu'il faut absolument qu'aujourd'hui on puisse mettre ça en place ici, mais ça prend du temps, de la réflexion. Il faudrait à notre niveau veiller à ce que le gouvernement malien également dispose de ressources humaines compétentes qui sont capables de maîtriser le secteur. Parlons-en. Les apports économiques de la mine de lithium de Goulamina dans la région de Bougouni. Déjà, l'effet boule de neige fiscale s'est fait sentir dans l'escarcelle du Mali. La taxe ad valorem qui est appliquée pour les substances stratégiques, c'est un niveau très très élevé. Nous sommes à 8%. Donc en appliquant 8% sur les chiffres d'affaires d'un tel projet, je crois qu'en termes de revenus, ça améliore réellement les revenus de l'État en termes de taxes ad valorem. Il y a l'ISCP également. De 20% habituels, nous sommes aujourd'hui, tout confondu, à 35%. Comme perspective, un chiffre d'affaires de 400 milliards de dollars par an, ce qui n'est pas négligeable. Dès le démarrage de la production commerciale, automatiquement le processus de paiement de certaines taxes s'applique. Je prendrai l'exemple de l'impôt spécial sur certains produits ou encore la taxe ad valorem. Nous savons que la TVA se paye de façon régulière depuis le tout début. Donc l'impact il est immédiat. On a déjà plusieurs milliers de personnes qui travaillent sur le site de Goulamina de façon directe ou indirecte. On a des activités qui se sont créées tout autour de la mine. En ce qui concerne les apports du contenu local par la sous-traitance, fourniture de biens et services et la création d'emplois. À la date d'aujourd'hui, plus de 500 emplois ont été créés par Lithium Mali SA et ses sous-traitants pour la formation professionnelle. À l'endroit des communautés, 33 jeunes ont été formés en conduite d'engins lourds par des entreprises nationales sous-traitantes et 6 élèves en formation dans divers corps de métier. C'était le grand reportage de la rédaction consacré donc au lithium. À Bandiagara, 244 bœufs remis au gouverneur de la région. Ces animaux sont récupérés par les forces armées maliennes lors d'une opération contre les groupes armés terroristes. Les bœufs sont confiés temporairement aux autorités communales en attendant l'identification des propriétaires précises. Le colonel-major Olivier Diassana, gouverneur de la région de Bandiagara. Le 12 décembre 2024, lors d'une mission de sécurisation des récoltes, au vu du détachement FAMA, les terroristes qui avaient volé des animaux ont dû fuir. Et ils ont laissé dans leur fuite 242 bœufs, tous produits de vol, et qui ont été conduits ici par les FAMA. La cérémonie qui nous réunit ici a pour objet la remise solennelle de ces animaux aux autorités communales et administratives de la ville de Bandiagara. C'est l'occasion de saluer les FAMA pour cet effort louable. Le vol d'animaux est un mode d'action récurrent des terroristes. Tous les villages attaqués sont systématiquement dépouillés de leur bétail. Nous allons les traquer, qu'ils soient en race campagne, qu'ils soient à bord des camions de transport, nous les traquerons et nous les ramenons à leurs propriétaires légitimes. 242 bœufs donc récupérés par les FAMA des mains des groupes armés terroristes. À Ségou, revue annuelle des activités du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille et ses partenaires. Les travaux portent sur les réalisations de l'année écoulée et les perspectives du département. Honoré Tienou Issaba. Il s'agit pour le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille de mesurer le niveau de réalisation des résultats du département de 2023 à 2024. C'est là à travers plusieurs exercices au nombre desquels l'analyse des réalisations et des ressources humaines, l'examen du département, des défis et opportunités. Cette rencontre annuelle constitue un moment précieux et déterminant dans la vie du département, car elle nous donne l'occasion et l'opportunité de discuter sans complaisance avec nos partenaires les réalisations,
les défis et perspectives des 2 années précédentes et en d'autres termes, de faire le bilan tout simplement et si nécessaire de prescrire des ordonnances correctives. Une retraite administrative qui constitue une opportunité de partager avec l'ensemble des structures les orientations stratégiques et les perspectives pour 2025-2026. Les 5 jours d'activité sont soutenus par plusieurs partenaires dont le PNUD. Au nom de tous les partenaires, les agences du système des Nations Unies, je voulais remercier le ministère de la Promotion de la Femme pour cette initiative de nous associer à sa planification stratégique, la revue annuelle et la planification stratégique, et aussi réitérer la disponibilité et l'engagement de toutes les agences à accompagner le ministère dans la mise en œuvre. Cette revue annuelle 2024 permet au département de porter son appréciation sur les mobilisations des ressources et l'exécution financière des programmes. Aussi de faire des recommandations pour la mise en œuvre efficace et efficiente du plan d'action 2025-2026. À Tombouctou, des dispositions urgentes s'imposent pour secourir les populations du village de Toya. Constat d'une mission du gouvernorat sur le terrain. Elle était venue s'imprégner de l'évolution des travaux de sécurisation de la plaine agricole d'Amadia, complètement inondée suite à la montée des eaux. Najim Baba Sissé, Alou Koulibaly. La plaine d'Amadia, dans la commune Alafia, d'une superficie de 620 hectares, complètement inondée. Et le village de Toya sous haute menace, presque pas d'accès sur ce village réputé pour sa foire hebdomadaire de grands rassemblements. Les autorités régionales et les partenaires techniques ont lancé depuis peu des travaux de renforcement de la digue de protection, mais hélas, pas de résistance face à la pression de l'eau. Ce jour, malgré tout ce que les communautés ont fourni comme effort et tout ce que les partenaires ont fourni comme effort, nous sommes en train d'assister aujourd'hui à la perte énorme de nos périmètres irrigués villageois, de nos périmètres maraîchers. Certaines écoles sont dans l'eau aujourd'hui. Cette mission pluridisciplinaire, accompagnée des partenaires UNICEF et la FAO, conduite par le directeur de cabinet Mamadou Tembeli, a échangé avec les responsables pour mieux s'imprégner de la situation. Déjà, ces partenaires accompagnent les autorités dans cette dynamique, avec la location des machines afin de circonscrire le danger. La situation que nous avons vue ici est catastrophique et ça fait appel à la communauté humanitaire. Et ce qui fait que nous, de la communauté humanitaire, nous restons disponibles pour les accompagner. Déjà, la FAO et l'UNICEF sont à pied d'œuvre pour soutenir le travail qui est en train d'être fait, mais cela n'est pas suffisant. Je pense qu'on va encore renforcer notre assistance à cette communauté. Ces travaux ont concerné à renforcer la digue de ceinture de Koriomé et de Toya pour que les habitations qui sont à proximité ne soient pas inondées. Et en cela également aussi permettre de protéger les cultures qui ne sont pas encore entièrement récoltées. De retour de la visite, un briefing a permis aux acteurs impliqués de réfléchir sur des dispositions urgentes à prendre pour soulager les habitants de Toya qui déguerpissent les liens face à cette montée vertigineuse des eaux du fleuve. L'autorité indépendante de gestion des élections poursuit le renforcement des compétences de ses coordinations régionales. À Ménaka et Taoudéni, la formation a porté sur la centralisation des résultats, les cadres de concertation avec les partis politiques, la société civile et le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. On fait le point avec Mohamed Lamine Namaïga à Ménaka et Shirfi Moulay à Taoudéni. La bonne gestion des résultats d'une élection permet d'éviter les crises post-électorales. C'est ce qui justifie cet atelier de formation des membres de l'EG de Ménaka sur la centralisation des résultats. Je voudrais vous rappeler que votre mission est d'une importance capitale car elle demande plus de dévouement et de sacrifices. Il s'agit pour vous de la gestion la plus sensible. Vos compétences seront renforcées afin de vous permettre d'être à la hauteur de cette mission. Il s'agit pour les membres de la coordination régionale de s'approprier les différents sujets animés par d'éminents experts en la matière. À l'issue de la formation, vous serez à mesure de vous approprier les différents modes de centralisation des résultats, la méthodologie de centralisation des résultats des scrutins,
les rôles et responsabilités des acteurs dans la centralisation des résultats des scrutins, la composition des cadres de concertation, le contenu des cadres de concertation et les modules de fonctionnement des cadres de concertation. Les échanges francs ont permis au président de l'EJ de créer un cadre de concertation entre les structures de l'EJ et les acteurs impliqués dans l'organisation des élections, les partis politiques, la société civile et le ministère en charge de l'administration territoriale et de la décentralisation. Cette formation a pour but d'amener les principaux acteurs impliqués dans l'organisation des élections à des échanges francs et sincères sur les innovations entreprises par l'autorité indépendante de gestion des élections. Je vous invite tout au long de cette session à plus d'assiduité, de participation et à plus de curiosité. L'EJ a élaboré spécialement un module qui décrit les différents modes ainsi que la méthodologie de centralisation des résultats. Ce cadre a permis aux membres des différentes coordinations d'être bien outillés sur les différents modes de centralisation des résultats des scrutins. Les méthodes de décentralisation des résultats, le rôle et la responsabilité des acteurs dans la centralisation des résultats des scrutins, entre autres. Ces deux étapes sont très importantes pour la mise en œuvre d'un processus électoral transparent et apaisé, très cher aux plus hautes autorités du pays. Auparavant, le commissaire de l'EJ a rendu une visite aux différentes coordinations de l'EJ. Objectif, s'assurer de leur effectivité et prendre note de leurs préoccupations. Et toutes nos excuses pour la qualité de ces images. Hier, un grand rassemblement a été organisé à Bougounine en soutien au président de la transition, président de la Confédération des États du Sahel. À l'issue du meeting, une déclaration des forces vives du Mali a été rendue publique. Déclaration lue ici par Menkoro Kane, l'un des organisateurs du meeting, au micro de Abdul Karim Konate et Djibril Bagayogo. La déclaration des forces vives du Mali. À la lumière du bilan de la transition, les forces vives soutiennent la lettre de cadrage du président de la transition au Premier ministre général de division Ablaye Maïga. Les forces vives s'engagent pour la pérennisation, la continuité et la préservation des acquis de la transition. Les forces vives soutiennent le retrait irréversible des États de l'AES de la CEDEAO. Les forces vives saluent l'affranchissement du peuple malien et son armée des accords de défense coloniaux et de l'accord d'Alger. Les forces vives soutiennent et encouragent les initiatives souverainistes des États de la Confédération de l'AES. Les forces vives soutiennent les réformes de la justice engagées par le président de la transition. Les forces vives remercient et soutiennent les forces de défense et de sécurité des États de l'AES. Les forces vives suggèrent l'organisation d'un meeting de la sorte dans chaque État de l'AES, notamment au Burkina Faso et au Niger. Les forces vives, après consultation, ont décidé de créer le mouvement pour la pérennisation des acquis de la transition et de la continuité, comme seul mouvement réunissant tous les soutiens à la transition pour parler d'une seule voix. Je répète, les forces vives, après consultation, ont décidé de créer le mouvement pour la pérennisation des acquis de la transition et de la continuité, comme seul mouvement réunissant tous les soutiens à la transition pour parler d'une seule voix. 5e congrès ordinaire de l'Union pour la République et la démocratie. Il s'agit pour les délégués de l'URD de renforcer l'organisation interne du parti et proposer des solutions innovantes qui répondent aux attentes des citoyens. Un nouveau bureau de plus de 300 membres dirigé par Goignon Koulibaly a été mis en place. Mamadou Fane.
5 ans après la disparition de son président fondateur et la tenue quelques mois plus tôt de son 4e congrès ordinaire, l'Union pour la République et la démocratie URD tient ce samedi son 5e congrès ordinaire. Il s'agit pour le président de l'URD de tracer les grandes lignes qui doivent guider les actions du parti pour renforcer sa base dans la perspective des prochaines échéances électorales, parmi lesquelles le renouvellement de la direction du parti. Notre parti, l'URD, a été fondé sur des valeurs fortes: l'unité, la justice, le travail, la solidarité et la défense des libertés fondamentales. Depuis notre dernier congrès, nous avons accompli de grandes choses ensemble. Nous avons défendu nos idéaux dans les débats publics, porté des projets concrets au niveau local, national et renforcé notre présence sur le terrain. Pour le président de l'URD, l'heure est au rassemblement de tous les militants du parti pour sauvegarder l'héritage de son président fondateur. Les militants de l'URD ont adopté à l'issue de ce congrès de nombreuses résolutions, dont un soutien renouvelé de leur parti aux autorités de la transition. Un nouveau bureau a été mis en place, dirigé par Guagnon Koulibaly. Il y a eu le nouveau découpage administratif. Nous avons voulu que chaque cercle soit représenté dans notre bureau. Ce n'est pas un bureau pléthorique, c'est un bureau qui correspond à la taille de l'URD. Les militants de l'URD ont appelé le nouveau bureau à rassembler toutes les forces qui adhèrent aux idéaux de leur parti. Plusieurs partis politiques amis sont venus témoigner de leur soutien à l'URD. Une minute de silence a été observée par les délégués en la mémoire du président fondateur Soumaïla Cissé et à tous ceux qui sont tombés en défendant la patrie. Et la Fondation Soumaïla Cissé, qui renoue avec la tradition, elle a procédé ce samedi à la remise des prix d'excellence à 14 élèves de l'enseignement secondaire général. Cette édition, 4e du genre, a enregistré la présence de plusieurs personnalités du pays. Tiemoko Konaté. Je vais être le meilleur. Pour être le meilleur, il faut s'entourer des meilleurs. Une conviction nourrie par Soumaïla Cissé de son vivant que la Fondation a lu des dieux perpétue. Cette 4e édition du prix d'excellence qui en a une illustration a vu récompenser au titre de l'année académique écoulée les mérites de 6 élèves, dont 5 filles, à l'issue du diplôme d'études fondamentales. Ces excellents triés sur le volet viennent des régions de Koulikoro et de Ségou. 16,74, la plus forte moyenne, a été raflée par le seul garçon de la partie, même si les filles constituent la majorité. Chacun d'eux reçoit une somme de 100 000 francs CFA de la Fondation et une tablette en guise de contribution du ministère de l'Éducation nationale. De par ce geste, la Fondation magnifie la culture du savoir, de la connaissance et de l'excellence. Nous prenons l'engagement de faire bon usage des prix reçus et de perpétuer cet élan amorcé pour offrir à notre pays un lendemain meilleur. Comme pour faire d'une pierre deux coups, les initiateurs avaient auparavant primé les lauréats de l'année précédente sélectionnés à Bamako et à Mopti. Ces derniers ont reçu chacun une somme de 100 000 francs CFA. Une dynamique de reconnaissance du mérite, mais aussi d'invite à la persévérance pour mieux préparer le marché de l'emploi. Voilà qui justifie le choix du thème « Excellence, diplôme, employabilité ». Ces 3 mots résonnent comme un appel à l'action, un appel à la responsabilité collective envers notre jeunesse et notre avenir. L'excellence. L'excellence, tout d'abord, n'est pas seulement un idéal à atteindre, mais un chemin à parcourir. Elle se construit jour après jour à travers le travail acharné, la persévérance et l'engagement. Tonton Soumaïla Cissé, qui a été toujours excellent dans tout ce qu'il a fait. On a plusieurs fois, à travers l'émission Nous les enfants de l'ORTM, encadré les enfants de Samaya il y a plus de 20 ans. Et Tanti et Tonton ont toujours dit à ces enfants, soyez excellents dans tout ce que vous avez fait. Merci pour cela. C'est donc une démarche à la fois inclusive et participative aux efforts de redressement du système éducatif entrepris par les autorités. Une telle initiative, celle de la Fondation Soumaïla Cissé, donne à admirer ce qui peut être accompli lorsque le gouvernement, le secteur privé et la société civile se mettent ensemble au service de l'éducation. Cette 4e édition du prix d'excellence de la Fondation Soumaïla Cissé aura été un succès. Les initiateurs entendent continuer à maintenir le cap pour créer davantage une saine émulation en milieu scolaire, tant dans le district de Bamako qu'à l'intérieur du pays. 3e session du comité de pilotage du projet décentralisation et bonne gouvernance Somalie sur la table des administrateurs, le bilan des activités réalisées
et l'état d'exécution du budget 2024. Nouhoum Sissoko. Le PADRE 3 GIZ, projet décentralisation et bonne gouvernance, vise le renforcement du rôle des collectivités territoriales dans le développement socio-économique. La troisième session du comité de pilotage du projet examine le bilan des réalisations pendant l'année 2024. L'année 2024 a été marquée par, entre autres, l'implémentation des outils de gestion budgétaire et comptable et de digitalisation dans 25 communes d'intervention, le suivi et la capitalisation du processus d'opérationnalisation des 24 projets de femmes et jeunes qui ont été financés, la réalisation de 15 mesures activités au profit de 329 bénéficiaires dans le cadre du dialogue conseil régional et secteur privé, le renforcement des moyens de production de 1398 exploitants agricoles, dont 913 personnes déplacées internes dans les communes de Gao et de Gonzouré. À la date du 28 novembre 2024, le taux de décaissement du PADRE 3 GIZ est estimé à 87%. Le projet s'inscrit dans le cadre du plan d'action du gouvernement de transition pour renforcer les collectivités dans la fourniture des services sociaux de base au bénéfice de la population. Les activités planifiées contribuent à l'atteinte des objectifs du document cadre de politique nationale de décentralisation adopté en septembre 2017 à travers les axes ci-après. L'amélioration de la gestion des ressources de collectivités territoriales, la promotion du dialogue entre les collectivités territoriales et la société civile sur les aspects de résilience socio-économique, l'accompagnement du développement économique régional, le développement de l'apprentissage en réseau dans un système à plusieurs niveaux. Le PADRE 3 GIZ démarré en 2022 est financé par la coopération allemande GIZ et couvre les régions de Koulikoro, Ségou et Gao. Et quatrième session du comité de pilotage du projet d'appui à la réinsertion socio-économique des populations du nord du Mali. Les administrateurs examinent la mise en œuvre des recommandations issues de la dernière réunion et valident le programme de travail et le budget annuel. Awa Adama Koulibaly. Le démarrage tardif des activités, le remplacement d'un des maîtres d'ouvrage et la suspension des opérations de décaissement pendant près de 2 ans. Malgré ces difficultés, le projet d'appui à la réinsertion socio-économique des populations du nord du Mali par CEP-NM, en 7 ans de mise en œuvre, dresse un tableau positif. La 4e session du comité de pilotage se tient dans un contexte marqué par l'amélioration de l'environnement de mise en œuvre du projet à travers de nombreuses actions initiées par le gouvernement pour ramener la sécurité et la paix sur toute l'étendue du territoire national, la fin du processus de contractualisation de la quasi-totalité des activités restant dans les régions de Gao, Menaka, Taoudeni et Tombouctou, le démarrage effectif des activités dans les régions de Gao, Taoudeni et Tombouctou avec un taux d'avancement moyen de 15%. Le démarrage en vue des activités dans la région de Menaka. Pour les perspectives des 12 prochains mois, les énergies seront canalisées sur la sécurisation de ces acquis et cela dans la dynamique de mettre en place d'autres idées plus innovantes. Le projet compte réaliser 22 centres de santé, 27 infrastructures scolaires de 3 salles de classe, plus bureaux, magasins et blocs de latrines et 37 forages équipés. À cela, il convient d'ajouter une série d'activités qui concourent au relèvement économique des populations, notamment la construction et l'équipement d'unités laitières, la construction de marchés ruraux et l'aménagement de plaines et bas-fonds. Au titre de l'exercice 2025, 6 milliards 400 millions de francs CFA est la somme arrêtée pour les activités à réaliser. Initialement financé pour 4 ans et demi, le PARCEP-NM a été prorogé de 2 ans et cible une population estimée à un peu plus de 7 170 000 personnes dans 27 localités réparties entre les 7 régions. Deuxième édition de la semaine des marques, c'est du 18 au 22 février prochain, annonce faite par le Centre malien de promotion de la propriété industrielle face à la presse. Youssouf Diakité, Abdul Salam Bambara pour le reportage.
Bamako vibrera au rythme de la semaine des marques prévue du 18 au 22 février 2025. Pour donner plus d'informations sur l'événement, la structure initiatrice a organisé cette conférence de presse. Il s'agit de donner les grandes articulations de cet événement et les conditions de participation. Cet événement, il faut le rappeler, se tient dans un contexte économique qui est certes difficile, mais qui est aussi marqué par une volonté affichée des autorités à relever le défi d'un développement endogène. Un développement endogène porté et soutenu par les entreprises locales. Et derrière ces entreprises locales, dont il faut saluer aujourd'hui la résilience, c'est des identités, c'est des marques de produits et de services compétitifs que nous consommons tous les jours. C'est là surtout le thème choisi cette année, le développement endogène. C'est un thème d'actualité et aussi, vous savez aujourd'hui, et cela fait partie des dispositions récentes prises par les plus hautes autorités concernant le développement du pays. Donc la capacité pour nous, Maliens, de se reposer sur vraiment nos propres efforts. Le représentant du ministre de l'Industrie et du Commerce, tout en saluant l'initiative qui, dit-il, est un cadre de promotion pour les entreprises locales. Le souci constant de mon département de créer les conditions optimales pour assurer la compétitivité, la viabilité et le développement de nos entreprises locales afin d'accroître leur contribution à l'économie nationale. Les initiateurs précisent qu'il s'agit d'apporter leur contribution au développement socio-économique du pays à travers la création de valeur et la mobilisation des entreprises autour de l'économie nationale. Chaque année, plus de 300 000 étudiants du monde entier sont accueillis dans les universités russes. Le quota alloué au Mali par le gouvernement russe pour l'année académique 2025-2026 est de 290 places. Des chiffres révélés au cours d'une conférence Interaction Mali-Russie. Al-Mouzer Al-Kamissayatara. La Russie renforce davantage sa coopération avec le Mali, cette fois-ci dans le cadre de l'éducation. Pour ce faire, Perspective sahélienne, en partenariat avec Africa Initiative, viennent d'organiser une conférence débat sous le thème Interaction entre le Mali et la Russie dans le domaine de l'éducation. Cela devrait permettre d'offrir des opportunités aux étudiants maliens pour étudier en Russie. La Russie est un partenaire d'une très longue date dans le domaine de l'éducation. La preuve en est que la plupart de nos professeurs dans nos universités sont des professeurs qui ont suivi leur formation en Russie. La plupart de nos administrations et surtout de nos militaires ont tous suivi leur formation académique en Russie. Nous nous sommes dit qu'il est important de consolider cela et de continuer cette collaboration avec la Russie. Plusieurs élèves et étudiants ont pris part à cette conférence débat. Ils ont été édifiés par rapport au cursus universitaire et aux avantages pour leur apprentissage en Russie. C'est une excellente opportunité. De ce que nous avons retenu, c'est que le gouvernement russe nous octroie plusieurs bourses dans de différents domaines. Bon, nous n'avions pas connaissance de cela il y a très longtemps et c'est à travers Perspective sahélienne que nous venons juste de l'apprendre. Ça, c'est une excellente initiative. On les salue pour cela. Tout d'abord, il s'agit d'une éducation de haute qualité. En Russie, vous pouvez acquérir des connaissances fondamentales dans un large éventail de domaines de formation et de spécialités, allant des sciences techniques aux sciences humaines et à la médecine. Chaque année, plus de 300 000 étudiants du monde entier viennent étudier dans les universités russes. La Russie est aussi l'un des rares pays à offrir aux étrangers la possibilité d'une formation gratuite sur une base budgétaire, selon le conférencier. Aussi, il existe une bourse russe. Le quota alloué à la République du Mali par le gouvernement de la Fédération de Russie pour l'année académique 2025-2026 est resté élevé avec 290 places.
Au Burkina Faso, sortie de la 64e promotion des élèves forestiers et environnementalistes de l'École nationale des eaux et forêts de Denderesso, 296 au total. C'est désormais inspecteurs, contrôleurs et assistants des eaux et forêts et environnementalistes promettent de servir la nation avec intégrité, dévouement et patriotisme. Lamine Karantao et Ismaël Saturnin Paré. C'est désormais un autre tournant dans la vie professionnelle pour l'élève inspecteur Mahamoudou Sawadogo et les 295 autres stagiaires en fin de formation. Forestier pour les uns et environnementaliste pour les autres. Cette cérémonie marque le couronnement de 2 années de formation théorique et pratique passées ici à l'École nationale des eaux et forêts de Denderesso. La 64e promotion de l'École nationale des eaux et forêts a un effectif de 296 élèves avec une diversité de parcours, d'origine et de personnalité d'une très grande richesse. Cet effectif se compose de 22 cadres supérieurs, dont 16 inspecteurs des eaux et forêts et 6 inspecteurs de l'environnement, 84 cadres d'encadrement, dont 60 contrôleurs des eaux et forêts et 24 techniciens supérieurs de l'environnement, et 190 agents d'exécution, dont 175 assistants des eaux et forêts et 15 agents techniques de l'environnement. Le thème de la cérémonie de sortie: synergie d'action dans la quête de la souveraineté alimentaire dans un contexte de défis sécuritaires et environnementaux, enjeux et perspectives est évocateur. En ce sens que notre pays est dans une dynamique de reconquête de notre souveraineté nationale. Cette souveraineté prônée et impulsée par les plus hautes autorités ne saurait être atteinte que dans une synergie d'action entre les différents acteurs. Conscients du rôle qu'ils doivent jouer dans la société, surtout dans ce contexte sécuritaire particulier, ces stagiaires de la 64e promotion entendent être à la hauteur de leur mission. Déjà, leur nom de baptême, souveraineté, en dit long. Nous vous rassurons de notre bonne volonté d'être professionnels et conscients, responsables et avisés, conciliant une diversité d'actions pour faire face aux défis majeurs de notre pays. Nous sommes pleinement conscients de notre rôle crucial dans la préservation de l'environnement et dans la promotion de la souveraineté alimentaire au cœur des priorités de nos plus hautes autorités. Nous sommes en train d'intensifier la lutte contre le terrorisme, mais également nous sommes en train d'intensifier l'ensemble des actions qui concourent à la souveraineté de notre pays. C'est vraiment avec satisfaction que nous avons pu voir que les apprenants ont été très bien formés, qu'ils ont intégré l'ensemble des modules qui leur ont été enseignés, qu'ils ont également intégré l'ensemble des techniques opérationnelles qui leur ont été enseignées. À cette occasion, l'École nationale des eaux et forêts de Denderesso bénéficie de la part du gouvernement du matériel médical, informatique et des moyens roulants d'un coût global de 350 millions de francs CFA. Un mot de littérature au Niger avec le vernissage de 2 ouvrages de l'écrivain et poète Abdou Badji de Tanda, intitulé Confédération des États du Sahel et Mon combat pour l'Afrique. L'auteur rend hommage au chef d'État de la Confédération AES, Rahma Ousmane Atinao, et Amadou Amidou pour le reportage. Ce vernissage des 2 ouvrages rentre dans le cadre du soutien aux 3 chefs d'État de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Ces 3 héros qui ont choisi de se sacrifier en travaillant pour la souveraineté de leur peuple. Le premier palier est relatif au vernissage de 2 autres essais. Le premier essai politique est écrit en prose et en vers avec l'ode dédicacé à l'AES, mais sous forme de fresques illustrées d'images en couleur, comme mon premier essai fresque, Alliance des États du Sahel, et ils sont tous 2 censés intéresser la jeunesse scolarisée ou non scolarisée de l'espace AES, voire au-delà. Il est intitulé Confédération AES, histoire de coller de près à l'évolution socio-politique liée aux courageuses décisions sociales, politiques, économiques et culturelles prises par les 3 leaders en tenue kaki, le capitaine Traoré, le général Goïta, le général Tiani. Le 3e ouvrage, Mon combat pour l'Afrique,
se veut également un essai politique, écrit en prose. C'est un ouvrage commencé en 2021, après l'Assemblée déclarative de la Charte portant institution de l'international panafricaniste au Niger, en Afrique et dans le reste du monde. Une internationale qui s'est dotée d'un mémorandum dont la vocation fondamentale consiste à proposer des pistes de refondation que j'ai appelées éclatement de la Commission de l'Union africaine. L'actuelle commission de l'UA qui est sous coupe réglée de l'impérialisme occidental. En marge de ce vernissage, les participants ont également assisté au lancement de 2 groupes de presse. Il s'agit du groupe Sud Éveil Info et du groupe Confed Actu Plus. Le consortium d'intérêt économique CIE, dénommé Groupe Sahel Stratégie. Et enfin, l'inauguration du siège du groupe Sahel. Deuxième édition de Mali Fashion Empire ce week-end à Bamako. Cette année, les organisateurs mettent l'accent sur la performance de la mode, la créativité et la vision des designers sur le Bogolan. Ibrahim Kaukonate, Sambou Diakité. Mali Fashion Empire est l'un des plus grands rendez-vous de la mode et des stylistes designers du Mali et de la sous-région. Un événement passionnant qui célèbre la créativité et l'innovation des professionnels du secteur de la mode. Pour travailler, il faut bien se former d'abord. Donc après la formation, il faut montrer ton savoir-faire. Et après le savoir-faire, tu vas montrer maintenant, tu vas proposer des choses maintenant aux gens pour qu'ils puissent vraiment acheter. C'est l'occasion pour les designers de montrer aux spectateurs et professionnels de la mode leur créativité et aussi les nouvelles tendances. C'est une création à base de coton transformé localement et teinté avec la teinture végétale. Je suis heureuse d'accompagner Jean dans cette aventure qui lui tient beaucoup à cœur. Il a commencé avec presque rien et aujourd'hui, vous voyez tous les stylistes qui sont là et ça fait très plaisir. Chaque année, il fait son Mali Fashion Empire. Donc cette année, il m'a approché si je pouvais faire une création sur le bazin. Le bazin et le Borolan et dans les familles mélangées. Donc j'ai fait une création. Donc je suis là aujourd'hui en tant que designer. Cette deuxième édition met en valeur le Borolan. Le Borolan, c'est un art populaire du Mali que pratiquement tout le monde veut s'approprier de ça. Mais le Borolan, c'est pour le Mali. Et de surcroît, à ce moment, nous avons créé un groupement avec les gens, là, les jeunes, et qui s'appelle le Boro Dambé, honneur à la terre. La performance de la mode, le défilé et la musique acoustique ont été les principaux temps forts de la deuxième édition des Mali Fashion Empire. L'actualité des sports week-end, c'est avec Abdul Karim Kaba en plateau avec moi. Bonsoir. Bonsoir Abraham Traoré, bonsoir tout le monde. Élément soir du CHAN, championnat d'Afrique des Nations 2024. Deuxième match aller du deuxième tour des qualifications du CHAN. Les aigles locaux ont été battus à Nouakchott par les Mourabitoun. But marqué à la 64e minute par El Mami Teta. Avec ce résultat, les aigles locaux du coach Baïba vont tout donner dimanche prochain ici à Bamako, stade 26 mars de Rimadio, au compte du match retour des derniers tours des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CHAN football. Et oui, donc match aller perdu par les aigles locaux à Nouakchott, 1-0 pour les Mauritaniens. Le retour donc est prévu pour ce dimanche, donc dimanche prochain ici à Bamako, stade 26 mars de Rimadio. Et partons à Tombouctou pour parler
donc de ces activités de la 9e édition du festival Vivre Ensemble. Le ministre en charge de la réconciliation en a profité pour présider la finale de la Coupe de la cohésion sociale disputée entre l'AS Real de Bandiédé et Racing Club de Djingaribert. Une finale remportée d'ailleurs par l'équipe de Badjindé sur le score d'1-0. Le thème de cette édition est jeunesse et engagement citoyen au cœur de la réconciliation et de vivre ensemble. Le point c'est avec Najim Baba Sissi. Consolider la paix et la cohésion sociale à travers le sport, c'est le but recherché par le festival Vivre Ensemble à travers la Coupe de la cohésion qui se tient dans le cadre du projet Brassage interculturel, artistique, sportif des régions de Tombouctou et de Taoudéni. Le thème de cette édition, jeunesse et engagement citoyen au cœur de la réconciliation et de vivre ensemble. Le football réunit du monde, il réunit deux jeunes et pour nous c'est des occasions que nous saisissons à chaque fois pour passer des messages de paix et de cohésion sociale. Je voudrais aussi dire que le festival Vivre Ensemble, depuis 9 ans, et nous notre participation au processus de paix. Le football est un espace de vivre ensemble. Le football est un espace de cohésion sociale. Le football est un espace de paix. Les finalistes de ce tournoi sont Badjindé, habillé en bleu, et Djingaribert en jaune. Une finale présidée par le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, le général Ismaël Ouagué, accompagné des membres du CNT, des staffs du ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme et du ministère de la Jeunesse et des Sports. Après le coup d'envoi par le ministre Ouagué, chacune des deux équipes montre sa détermination à inscrire le premier but. Mais c'est jusqu'à la 43e minute que Alpha Abdou de Badjindé ouvre le score. La deuxième mi-temps n'a pas été fructueuse pour les deux formations, malgré les nombreuses occasions de part et d'autre. Le match se termine à l'avantage de l'AS Real de Badjindé, 1-0. Je me réjouis de la participation effective de certains secteurs comme Arawan, Djingaribert, et ainsi de suite. Et c'est la preuve que nous sommes ensemble et que nous avons le même objectif. Je félicite l'équipe qui a gagné. Le match était magnifique. J'espère qu'il y a des recruteurs qui sont là pour regarder ces jeunes-là et leur donner des opportunités au niveau des divisions supérieures. Les meilleurs joueurs de ce tournoi ont arraché des prix spéciaux. Djingaribert reçoit le deuxième prix d'une valeur de 150 000 francs et Badjindé le premier prix, 200 000 francs plus le trophée. Vivement la prochaine édition du festival Vivre Ensemble à Tombouctou. Alors, handball à présent, la Fédération malienne de la discipline vient d'organiser une compétition de jeu dénommée Coupe du Président. Et oui, la finale des minimes en filles a été remportée par le Centre Omnisport de Missabougou devant l'AS Mandé de la Commune 4. Score final 11-8, nous dit Brema Diallo. Promouvoir le handball à la base, tel est le but recherché par la Fédération malienne de handball en organisant cette compétition de jeunes qui se tient sur 2 jours. Premier du genre, elle regroupe environ 200 jeunes de Bamako et Koulikoro de la catégorie minime garçons et filles. Nous sommes très heureux aujourd'hui et très fiers de pouvoir organiser cette compétition des minimes, de donner notre nom à cette coupe et nous espérons que ça sera une première et non une dernière. Et j'espère que les entraîneurs, les directeurs techniques, chacun tire son compte en détectant des jeunes, en voyant les défaillances, en voyant les manquements et qu'ils puissent corriger plus tard. La première journée de compétition concerne les filles. Au terme d'un après-midi de match, le centre Omnisport de Missabougou COM et l'AS Mandé se sont ici en finale. Dans un match après-midi disputé, les filles de Missabougou se sont imposées 11-8 et s'adjugent le trophée. Le président Tunkara, celui dont la coupe porte le nom, a saisi l'occasion pour faire le bilan de l'année 2024 de la fédération. Nos objectifs de l'année, nous les avons atteints puisque tous les programmes prévus ont été exécutés grâce à l'accompagnement encore une fois du Comité national olympique et du ministère des Sports. La prochaine journée met aux prises les garçons. Dans l'agenda de la Fédération malienne de handball, se tient ce week-end la Supercoupe du Mali en dames et messieurs. Merci beaucoup Abdul Karim Kaba. Merci bien, vraiment travaillé. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Bon moment de télévision à notre compagnie et excellent début de semaine à toutes et à tous. Bonsoir.